Au revoir. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va voir la région axillaire. Qui est sa région axillaire là? Il son particulier et caractérisé par le nous prend douette, nous mettons en dedans et celle-là. Ok, là, vous êtes dans la région, dans la cavité axillaire. Ok, donc la région axillaire comprend la cavité axillaire et ça va le délimiter. Cavité axillaire et ses parois. Ok? Et donc, on a le schéma ici qui montre ça. La région axillaire OSL est la voie d'accès au membre supérieur. C'est une aire de transition entre le bras et le cou, formée par la clavicule, ici, la scapula, ok, la paroi thoracique supérieure qu'on ne voit pas là, ok, l'humérus, là, et leurs muscles associés, et côté de cafouet la fosse axillaire. Et grosso modo, c'est un espace pyramidal. Donc, ça veut dire que c'est un volume qui a une base et un sommet. OK? Et qu'on dit un espace pyramidal quadrangulaire. Donc, ça veut dire qu'il y a quatre faces ou côtés. Et parmi, euh, et, et parmi les quatre faces que nous avons, démontrées sous schéma, ça nous est là, c'est la face antérieure. Paroi antérieure. OK? Collé sur le gris costal, collé sur la cage thoracique, vous avez la paroi médiale, ok? En transparence, ou un petit bout en bas, vous avez la paroi postérieure et la paroi latérale qui est formée simplement de l'humérus. Ici, nous avons le sommet et là, nous avons la base. Ok? Donc, l'orifice supérieur est en relation avec le cou. La partie latérale du plancher s'ouvre vers le bras. Donc, nous avons le plancher et une partie ici qui s'ouvre vers le bras. L'autre là, c'est la peau remontée sous schéma. Toutes les structures majeures qui arrivent au bras ou en partent passent à travers la fosse axillaire. C'est pas la même chose que pour le membre inférieur, où on avait plusieurs voies d'accès au membre inférieur. Pour le membre supérieur, il n'y a qu'une seule voie d'accès, c'est par la région axillaire. Les ouvertures formées entre les muscles des parois antérieures et postérieures permettent aux structures vasculaires et nerveuses de passer de la fosse aux régions adjacentes, qui collées à la fosse, qui sont les régions scapulaires, postérieures, pectorales et deltoïdiennes. Okay? Donc, quatre parois, une base, un sommet. OK? Tout passe par la région axillaire, mais nous allons obligé d'étudier une série de régions côté ça qui est dans cavité axillaire, il y a pour rejoindre l'autre région qui avoisine les régions axillaires là, qui sont les régions scapulaires postérieures, pectorales et deltoïdiennes. On continue. Maintenant, on apprend toute graine par graine. Ouverture axillaire. OK? Donc, schéma ça me bien email parce que on vous montre la différente structure, OK, de la région axillaire et avec ce qui les caractérise. Par exemple, là, vous voyez le sommet. C'est le bord latéral de la première côte qui est formé donc, du bord latéral de la première côte, de la clavicule, du bord supérieur du processus conoïde de la scapula. OK? Et vous avez la paroi antérieure, la paroi latérale, etc. Donc, chaque fois que ouais, on partit, faut nous faire référence à schéma ça, qui permet de nous dire à l'intérieur de la région axillaire, la cavité axillaire, on a mis malheureusement qu'une seule structure, l'artère axillaire qui fait suite à l'artère supralaire et l'artère humérale qui fait suite à l'artère axillaire. J'ai noté, ouais, pour le plancher, il y a une partie qui est formée de la peau, OK? Et à travers cette peau, lorsque vous allez vers l'extérieur, vous allez pouvoir palper l'artère axillaire. Ici, vous avez donc le reste du bras. Donc, l'ouverture axillaire est orientée dans un plan horizontal et à une forme triangulaire avec son sommet en position latérale. Donc, c'est un triangle avec le sommet en position latérale. Si vous bien fait triangle, c'est comme ça et comme ça. Donc, les bords de l'orifice supérieur sont formés par des os
On a le bord médial, bon, il va, un schéma ça, nous imaginer. Le bord médial est le bord latéral de la première côte. Le bord antérieur est la face postérieure de la clavicule et le bord postérieur est le rebord supérieur de la scapula en dedans du processus coracoïde. Les principaux vaisseaux et nerfs venant du cou au bras passent au-dessus du bord latéral de la première côte et traversent l'ouverture axillaire. Est-ce que le schéma précédent nous montre bien? Oui, ici on voit bien la première côte. OK? Là-dedans, l'artère subclavière, donc ça qui commence par artère subclavière, principal vaisseau qui vascularise le membre supérieur devient ici l'artère axillaire après avoir croisé le bord latéral de la première côte. Donc, à partir de la première côte, nous n'avons plus l'artère subclavière. Subclavière veut dire en dessous de la clavicule. Donc là, il pas en dessous de la clavicule encore. Donc, nous avons l'artère axillaire. Okay, de manière similaire, la veine axillaire, OK, et songez que les veines, c'est le... Rappelez-vous que les veines, c'est dans le sens inverse des artères. Donc, les artères de manière similaire, la veine axillaire qui accompagne l'artère axillaire devient donc la veine subclavière quand elle passe au-dessus de la première côte et quitte la fosse axillaire pour entrer dans le cou. Au niveau de l'ouverture axillaire, la veine axillaire est antérieure à l'artère. Artère et veine axillaire sont entourées de faisceaux du plexus brachial. Donc, La veine antérieure à oui, l'antérieur. allô? Il y a quelqu'un qui a oublié de fermer son micro? Hmm? OK, on continue. Le faisceau inférieur, voilà. Donc, on a dit que cette artère axillaire est accompagnée de la veine et aussi est entourée des faisceaux du plexus brachial. Le faisceau inférieur, donc le faisceau le plus bas du plexus brachial, passe juste sur la première côte dans le cou, comme l'artère et la veine subclavienne. L'artère et la veine axillaire, à ce niveau, sont séparés par l'insertion du muscle scalène, donc c'est au niveau du cou, ok, antérieur sur la première côte. Bon, il n'y a pas de schéma pour ça, sauf si vous allez dans le cou. Donc, on a fini avec l'ouverture supérieure, le sommet. Maintenant, on va voir le sommet qui est aussi l'ouverture supérieure, parce que la région axillaire, c'est côté toute paille qui va le sortir dans le cou, va aller dans le membre, c'est une zone de transition. OK? Donc, tout ça qui va le sortir du cou au membre inférieur et tout ça qui va le sortir du membre inférieur au, pardon, c'est là-dedans. Donc, maintenant, on va voir la paroi antérieure. OK? Donc, un petit résumé qui, j'en regarde là, la paroi antérieure va être en superficie formée par le grand pectoral et, si vous regardez bien, le grand pectoral, il va être divisé en deux parties, le chef claviculaire et le chef euh, sternocostal. Et vous allez avoir, il est séparé par le deltoïde avec le sillon deltopectoral, ici, OK, et qui commence par le triangle clavipectoral. C'est-à-dire que vous avez la clavicule en haut, le pectoral ici, et le bord médial du deltoïde. OK? Et là-dedans, de ceci, on va avoir la veine céphalique qui va aller se jeter dans la veine axillaire au niveau du triangle clavipectoral. Est-ce que ça vaut la peine que je lise? Bon, on lit ça, ça blanc écrit. Donc, la paroi antérieure de l'aisselle est formée en superficie, donc, par le muscle grand pectoral et en profondeur, par les muscles pectoraux mineurs et sous-clavier, sous-jacents et
le fascia qui va relier tout ça en profondeur, qui est le fascia clavipectoral. Donc, le grand pectoral, c'est le muscle le plus grand et le plus superficiel de la paroi antérieure, normal, parce que c'est un muscle qui doit pouvoir soulever tout le tronc. Le nap fait push-up, il te permet de soulever tout le tronc. Et lorsque le nap fait barre fixe, aussi, c'est le muscle du grimpeur, ok, antérieur. On verra que le grand dorsal sera le muscle du grimpeur, mais en postérieur. Donc, le nap grimpé, lorsque vous faites de l'escalade, lorsque vous faites push-up, le nap fait et barre fixe, c'est le muscle grand pectoral que, que vous développez, ce muscle, ces dames-là regardent plus que ce qu'il y a dans votre tête. C'est pas vrai, mesdames. Donc, du moment que vous avez un gros estomac, s'il paraît dans la tête lisse, c'est pas un problème. Actuellement, je plaisante. La tête claviculaire provient, bon, oui. Donc, le muscle ischial est le plus grand, le plus superficiel de la paroi antérieure. Il faut formuler là quand même. Sa marge inférieure sous-tend le pli axillaire antérieur qui marque le bord antéro-inférieur de l'aisselle. Donc, ici. Et où on plie là. Et ça montre le bord antéro-inférieur de l'aisselle. Après, le bord inférieur du grand pectoral, pas gain région axillaire. Pas gain celle. OK, le muscle a donc deux têtes, deux chefs. La tête claviculaire provient de la moitié médiale de la clavicule. La tête sternocostale provient de la partie médiale, ici, de la paroi thoracique antérieure. Souvent, les fibres de cette tête continuent en bas et en dedans de se fixer à la paroi abdominale euh, antérieure, ici. Formant... attends. Souvent, les fibres de cette tête continuent en bas, donc ici, continue en bas et en dedans de se fixer à la paroi, ici, la paroi abdominale, ok, supplémentaire du muscle. Donc, il ne s'insère pas simplement sur le sternum. Okay? Le muscle s'insère dans la lèvre latérale du sulcus intertuberculaire de l'humérus. Quand on verra l'humérus, on verra ça. Donc, c'est le sillon intertuberculaire, mais sous café Gratcher, on le dit sillon, on dit sulcus intertuberculaire de l'humérus. Et ça va s'insérer donc sur la lèvre latérale. On verra que sur le sulcus, il a une lèvre latérale, une lèvre médiale et un fond. Ok, les parties du muscle d'origine supérieure sur le tronc s'insèrent plus bas et plus en avant sur la lèvre latérale du sulcus intertuberculaire que les parties du muscle d'origine inférieure. C'est vraiment pour dire que le sourd dit là, on a l'impression que le tendon font-il virer. Ok, heureusement, sinon nous pas qu'à lever bras. Agissant ensemble, les deux têtes du grand pectoral fléchissent, font et font tourner médialement le bras au niveau de l'articulation gléno-humérale. La tête claviculaire fléchit le bras à partir d'une position étendue, tandis que la tête sternocostale étend le bras à partir d'une position fléchie, en particulier contre la résistance. Donc, si nous avons besoin de travail grand pectoral, nous comptons déjà bon faire. Le grand pectoral est innervé par les nerfs pectoraux, on ne peut pas les oublier, latéraux et médiaux, qui subviennent du plexus brachial de l'aisselle. Donc, maintenant, en position profonde, on va avoir le muscle subclavier. À peine là, ouais, il va de la face inférieure de la clavicule au niveau de la première côte. Okay? Donc, le muscle subclavier est un petit muscle qui se trouve profondément dans le muscle profondément dans le muscle grand pectoral et passe entre la clavicule et la première côte. Il prend naissance médialement en tant que tendon de la première côte à la jonction entre la côte et son cartilage costal. Il passe latéralement et supérieur pour s'insérer via une attache musculaire dans une rainure allongée et peu profonde sur la surface inférieure du tiers médian de la clavicule. La fonction du sous-clavier n'est pas tout à fait clair, mais il peut agir pour tirer l'épaule vers le bas en abaissant la clavicule et donc le moyen de l'épaule et peut également stabiliser l'articulation cerno-claviculaire en tirant la clavicule vers le bas. Le muscle subclavier est innervé par une petite branche du tronc supérieur du plexus brachial. Et puis en dessous, on va avoir le petit pectoral
qui est un petit muscle de forme triangulaire qui s'étend profondément du muscle, il est bien triangulaire, qui s'étend profondément au muscle grand pectoral et passe de la paroi thoracique au processus coracoïde de l'omoplate. Il provient de trois bandes aponeurotiques, des surfaces antérieures et des marges supérieures, des côtes de la troisième côte à la cinquième côte et du fascia recouvrant les muscles des espaces intercostaux. Bon, ça me dit ça pour nous, mais en fin de compte, ok, vous pouvez lire ça aussi. Sinon, ça va devenir toute une balle dormie dans la présentation. Et puis, naturellement, on a, tant qu'on petit voile que nous gagnons là, c'est le fascia claviculaire, qui est une épaisse feuille de tissu conjonctif qui relie la clavicule au plancher de l'aisselle. Ok, c'est lui-même qui fait que le plancher a remonté. Ok, et il va donc entourer les muscles subclaviers, pectoraux, mineurs, tout et tout. Donc, ça, vous avez tiré ça. En plus, on va donc parler de l'artère, les structures importantes qui passent entre les muscles sous-claviers et pectoraux, ok, comprennent la veine céphalique, l'artère thoracoacromiale et le nerf pectoral latéral, l'artère thoracique latérale va quitter les selles en passant par le fascia inférieur au petit pectoral. Ensuite, vous avez le nerf pectoral médial que l'on voit ici, ok, donc comme je le dis, je me contente de les citer. OK? Le laïus est pour vous. Maintenant, vous avez dans le livre un tableau qui vous montre les origines, les terminaisons, l'innervation et la fonction des muscles. OK? Maintenant, la paroi médiale est formée essentiellement de la paroi médiale de l'aisselle se compose de la paroi thoracique supérieure qui est formée des côtes et des tissus intercostaux et puis un muscle qui va venir se mettre dessus, c'est le serratus antérieur. Et ce muscle va servir comme de ménisque pour la rotation de la scapula. Donc, je vous invite à aller dans Anatomie 3D et de voir les mouvements de la scapula. Parce que se rappeler que l'épaule, la différence fondamentale qu'il y a entre l'épaule et la hanche, l'épaule est beaucoup plus mobile. Et ce qui va relier les scapulas entre elles, ce sont des muscles qui sont attachés à la paroi thoracique, tandis que pour le membre inférieur, vous avez le sacrum, structure rigide qui retient ça. OK? Donc, lors de l'élévation du bras, on a besoin des mouvements de la scapula. OK? Si nous nous rappelons bien, nous coller les épaules en arrière, nous coller en avant. Donc, pour cela, la scapula va devoir glisser sur le serratus antérieur. OK? Et qui lui-même va avoir une fonction assez importante dans l'élévation du bras et dans la respiration forcée. OK? Donc, on voit bien le dentelé antérieur, c'est la tous antérieur. OK? Fonction abducteur, abaisseur et rotateur latéral de la scapula. OK? Il garde le port médial et inférieur de la scapula appliqué contre la paroi thoracique. Ce qui fait que si ce muscle-là est paralysé, il ne pourra plus appliquer la scapula sur la paroi thoracique. Et lorsque vous demandez à la personne de prendre appui sur un mur, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un décollement de la scapula, c'est-à-dire que c'est un comme on ange, il y a deux ailes, c'est pour ça qu'on appelle ça scapula alata, encore scapula en forme de aile. Okay? Et c'est le nerf qui va innerver ce muscle-là, c'est le nerf long thoracique. OK? Donc, ce nerf long thoracique est vulnérable au dommage. OK? Voilà. La paroi latérale, elle est toute petite, qui sont petit bail tout de suite. C'est tout simplement la partie que nous avons, la partie de l'humérus en regard avec la cavité axillaire. Donc, la paroi latérale de l'aisselle est étroite et formée entièrement par le sulcus intertuberculaire de l'humérus. OK? Le muscle grand pectoral de la paroi antérieure se fixe à la lèvre latérale. OK? Lèvre latérale. OK?
du sulcus intertuberculaire. OK? Et vous avez les muscles grand dorsal et grand rond de la paroi postérieure qui viennent se fixer respectivement au niveau du plancher et de la lèvre médiale. Donc, la lèvre médiale a trois muscles. Pardon, le sillon intertuberculaire a trois muscles. On a fini avec ça. On va pour la paroi postérieure. La paroi postérieure, on va avoir, elle va être formée de haut en bas par le muscle subscapulaire. OK? Le grand rond. Et avec le temps, qui sera enveloppé un petit peu par le tendon du grand dorsal. Et en dernier, on va avoir la longue portion, OK, du triceps brachial. Et, excusez-moi, Khalil, parce que je ne connais pas là. Je vous donne un petit résumé et vous allez vous-même voir ça. Et à partir de ces muscles-là, on va avoir des petits orifices qui vont permettre aux structures qui sont dans la cavité axillaire de gagner la partie postérieure, OK, du thorax. De haut en bas, vous avez le foramen suprascapulaire dans lequel va passer le nerf suprascapulaire. Ensuite, plus bas, vous allez avoir des orifices. Il faut pouvoir non seulement vous devez pouvoir les citer, mais donner leurs limites. Ainsi, vous avez l'espace axillaire latéral ici. Et nous avons deux espaces axillaires. Une qui est latérale, une qui est médiale. OK? C'est quoi? C'est l'espace qui est compris entre le petit rond et le muscle subscapulaire. C'est un espace triangulaire qui va être séparé en deux par la longue portion du triceps. Et la longue portion du triceps, donc, va séparer cet espace-là, et qui on appelle homo, donc scapulo-huméral, en deux parties. Un qui, sur les schémas, simplement, a la forme de quadrilatère, parce que le nous va regarder sous cadre blanc, ça n'a pas la forme. Ah, non, ça n'a vraiment pas la forme de quadrilatère. OK? Et puis, on va qu'être petit friche des Japonais pour tout qui la donne. OK? Vous allez devoir créer cet orifice-là. OK? Parce que sinon, on ne va pas bien le voir. Et là-dedans, vous avez donc l'espace axillaire latéral qui est limité en dehors par la longue portion, en haut par le subscapulaire, en bas par le grand rond et le tendon du grand dorsal, et en dedans par l'humérus. Et là-dedans, va passer le nerf axillaire et les veines qui vont contourner le col chirurgical de l'humérus et on va appeler ça donc circonflexe, nerf et artère circonflexe huméral antérieur et postérieur. Bon, ensuite, vous allez avoir en dedans l'espace axillaire médial qui est formé en dehors par le long triceps, en haut par le subscapulaire, en bas par le grand rond, et dans lequel va passer l'artère qui va contourner le bord axillaire de la scapula, donc c'est l'artère circonflexe scapulaire. Okay? Et tout en bas là, vous allez avoir l'espace axillaire inférieur, puisque ça, l'épi va passer tout le temps inférieur, limité par le tendon conjoint du grand rond et du grand dorsal, en dedans par la longue portion et en dehors par l'humérus. Et là-dedans, il va passer le nerf radial, OK, et l'artère brachiale profonde. Voilà. Donc, dans le laïus, il y a pour dire tout ça là. Et naturellement, on va parler des muscles et de leur action. OK? Donc, les mêmes espaces, on les retrouve. On peut les revoir maintenant au niveau postérieur. Et vous avez un schéma là qui résume tout en vous donnant ce qui passe là-dedans. Et le tableau des muscles. OK? Ensuite, nous avons le plancher. Et on partit donc à fouet doit être nous là. OK? On appelle le pli axillaire et qui a un dôme, ouais, le creux qu'on a. OK, qui est limité donc par le pli axillaire antérieur, le pli axillaire postérieur. Et à côté, vous avez le reste de la cavité qui se rend au bras. C'est-à-dire que le nous mettez main en dedans plancher et que nous venons coller vers l'humérus, vous allez sentir l'artère axillaire qui bat. OK, une pression plus forte, nous allons tirer la crampe au niveau des doigts par compression des faisceaux du plexus brachial. OK, bon, il y aurait même montré, par contre, c'est qu'on aurait fait un coup de fou ça, qu'on est, mon a un coup de poing, on a un coup de poing là, et puis automatiquement, la personne est paralysée de ses deux mains.
alors, du membre supérieur. Donc, ça, c'est le plancher. Le contenu de la fosse axillaire. Et les principaux vaisseaux et nerfs, éléments lymphatiques du membre supérieur, passent à travers la fosse axillaire. On se répète, cet espace contient aussi la partie proximale des deux muscles importants du bras, le biceps en avant, le triceps en arrière, ok? Et aussi le processus axillaire du sein, parce que le sein arrive jusqu'à la région axillaire, et un réseau de nœuds lymphatiques qui drainent le membre supérieur, la paroi thoracique, ok? Et le sein. Les parties proximales des muscles biceps brachial et coracobrachial passent à travers la fosse axillaire. Ok? Donc là, on a parlé de ces muscles. Vous les avez ici. Le biceps brachial, j'insiste. Non seulement le biceps est un puissant fléchisseur de l'avant-bras au niveau du coude, mais il est aussi supinateur de l'avant-bras. OK? Et accessoirement, fléchisseur du bras au niveau de l'articulation gléno-humérale parce que la longue portion du va venir s'insérer sur la scapula. Donc, va monter l'articulation scapulo-humérale. Et vous avez le coracobrachial, qui est le muscle fléchisseur du bras. OK? Comme on le voit. Donc, ces différents muscles, on les voit ici. Ils sont détaillés au niveau, ils sont détaillés avec les schémas. Donc, vous avez votre biceps avec la longue portion, aussi une longue portion, parce que comme ça va contourner la tête humérale pour venir s'insérer sur la petite facette au-dessus de la cavité glénoïdale, donc supraglénoïdale. OK? C'est donc la longue portion. Cette longue portion va aussi tenir la tête à sa place lorsque vous bougez. OK? Et vous avez ici la courte portion qui vient se mettre au niveau du processus coracoïde et qui serait donc la raison d'être du processus coracoïde. OK? La courte portion a un tendon conjoint avec le muscle coraco-brachial. Donc, qu'est-ce qui passe là-dedans? Vous avez l'artère axillaire. Cette artère axillaire va être séparée en trois parties grâce à l'insertion du petit pectoral. Donc, la première partie qui sera suprapectorale, la deuxième partie qui sera rétropectorale et la troisième partie qui sera infrapectorale. OK? Et de cette artère va partir six branches collatérales. Vous avez l'artère thoracique supérieure, OK? Deux branches c'est la première partie, deux branches de l'artère thoracique, et l'artère thoracique supérieure sont issues de la deuxième partie. Bon, je ne vais pas vous demander de vous rappeler quelles sont ces branches qui sont dans la première, la deuxième, la troisième partie. Ensuite, vous avez l'artère subscapulaire, l'artère circonflexe humérale antérieure, l'artère circonflexe humérale postérieure. OK? Et vous voyez où passent ces artères-là. Vous devez connaître plus ou moins qu'est-ce qu'elles irriguent et surtout les reconnaître sur le schéma. OK? Donc, les artères sont en là. Artère thoracique supérieure, thoracocomiale, subclavière, circonflexe antérieur, circonflexe postérieur. OK? Voilà. Vous avez les collatérales. Bon appétit quand vous allez étudier ça. Ensuite, du côté des veines, vous avez la veine axillaire qui va recevoir, on se rappelle, on avait vu cette veine, la veine céphalique qui va passer dans le sillon deltopectoral, ensuite dans le triangle, OK, le fameux triangle qu'on avait ici, pour venir se jeter dans la veine axillaire. Et vous avez toutes les branches qui accompagnent les artères et qui vont venir se jeter dans la veine axillaire. En clinique, euh, vous avez l'innervation, vous pouvez utiliser ça pour faire et regarder si les artères sont touchées, comme ça se fait pas en Haïti. Vous avez la fracture de la première côte qui peut avoir une atteinte de l'artère subclavière. Je ne vais pas insister parce que j'ai jamais vu ça. Et il faut vraiment avoir malchance. Mais par contre, OK, la luxation antérieure de la tête de l'utérus, OK, vous devez pouvoir la reconnaître. OK? Et la clinique, et on va voir ça de façon plus détaillée en présentiel à mon retour à Port-au-Prince. Ici, vous avez la clinique. Ici, on a ce qu'on appelle le signe de l'épaulette, c'est pour l'envie de carré.
pardon, on va retrouver la tête numérale là, avec disparition du sillon delto-pectoral, OK? Ou pas qu'à coller coude sous corps, là, donc c'est l'abduction irréductible. Et vous avez la méthode pour remettre ça à sa place que on va faire en présentiel. Donc, lorsqu'on veut mettre un drain ou bien, comment ça veut ça? Le moun yo besoin faire et lorsque vous avez un problème au niveau des reins, dialyse, OK? Donc, on peut utiliser ça, OK? Pour pouvoir avoir accès au sang, pour pouvoir faire la dialyse. Le plexus brachial, on se rappelle, un plexus, c'est un réagencement des nerfs qui sort de façon topographique pour devenir fonctionnel. Et en fait, on se rappelle que ce sont les branches antérieures du plexus brachial. Donc, vous voyez sur le schéma là, le plexus brachial va être divisé en plusieurs parties. Vous avez les rameaux antérieurs qui vont s'unir, donc C5, C6, C7, C8 et T1. C5 et C6 vont s'unir pour former les troncs. Donc le tronc supérieur, appelé supérieur parce qu'il est supérieur à l'artère. OK? C7 va rester lui-même, il est même après pour compte, ouais. Il va former le tronc moyen. Et C8 et va avec T1, la première thoracique, la branche antérieure de la première thoracique, pour former le tronc, le troisième tronc qui est le tronc inférieur. Nous avons trois troncs supérieurs, moyen et inférieur parce que l'un mi-temps, OK, non, pardon, parce qu'ils sont dans le cou et en rapport avec les scalènes, donc ça plus haut, hein, c'est supérieur, ça entre les deux, c'est moyen, et ça inférieur, là, ça plus bas. Maintenant, ces troncs-là vont se diviser en deux branches, une branche antérieure et une branche postérieure. OK? Voyez? Antérieure, postérieure, antérieure, postérieure, antérieure, postérieure. OK? La division antérieure, les divisions antérieures des troncs supérieurs et moyens s'unissent pour former le faisceau qui, lui, va avoir un rapport avec la terre euh, beaucoup plus profond. OK? Il y aura ça le faisceau latéral parce qu'il sera en dehors de l'artère axillaire. Pour les trois troncs postérieurs vont aller en arrière et former le faisceau postérieur, tandis que le tronc, la division antérieure du tronc inférieur va former à elle seule le faisceau médial. Et ces faisceaux-là vont donner les nerfs terminaux. OK? Donc, nous avons au niveau des collatérales, nous avons au niveau des nerfs qui vont partir du plexus brachial, nous avons deux types de nerfs. Les nerfs qui vont partir du plexus brachial pour aller innerver les structures qui sont dans la région, la région axillaire. Vous avez des muscles, on se rappelle les parois, les parois antérieures, parois postérieures, parois latérales, parois médiales, le sommet et le plancher. Donc, toutes ces régions-là doivent être innervées. Donc, vous avez les collatérales qui vont innerver euh, ces structures. Donc, vous avez d'abord, euh, il va participer à la contribution du nerf phénique, donc ça va rester dans le cou. Ensuite, vous allez le nerf suprascapulaire, qu'on a déjà vu, qui va passer de l'orifice suprascapulaire, qui se trouve au niveau du bord supérieur de la scapula. Ensuite, vous avez le nerf du subclavier, donc ils vont naître des troncs. OK? Il n'y a rien qui va sortir des divisions. OK? Mais pour les faisceaux, vous allez avoir le nerf pectoral latéral. OK? Et le tronc postérieur va nous donner le nerf subscapulaire supérieur. Attendez, je ne vois plus mon pointeur. OK, voilà. Je suis ici. Le nerf thoraco-dorsal. Et tout ça, ce sont donc les collatérales du plexus brachial. Et toutes ces structures-là, elles sont obligatoirement et motrices. Elles ne sont pas sensitives. Donc, tous les nerfs qui sont du plexus brachial, donc les collatérales du plexus brachial, sont motrices. Et maintenant, des faisceaux vont naître
branche terminale, OK? Donc les nerfs terminaux. Vous avez le musculocutané et le nerf et la partie médiane, la partie latérale du nerf médian qui vont naître du faisceau latéral. Donc le musculocutané est le muscle du bras, il va simplement rester au niveau du bras. OK? Maintenant, le nerf médian qui reçoit donc, comme je l'ai dit, deux parties, un faisceau, et entre les deux, on va voir l'artère axillaire. Si vous préparez bien votre région et de dissection, vous allez bien voir ça. OK? On a Monsieur Jamy qui arrive maintenant, mais autant que jamais. OK, le nerf médian, donc qui va naître de deux racines, une racine latérale du faisceau latéral et une racine médiale du faisceau médial. Vous avez le nerf radial qui naît du faisceau postérieur, et ce faisceau postérieur va donner donc deux branches, une volumineuse de nerf radial qui va s'occuper de toute la partie postérieure. Parce que comme pour le membre supérieur, on a qu'un seul nerf pour la partie postérieure de, du membre inférieur. Pour la partie postérieure du bras, vous n'avez qu'un seul nerf, c'est le nerf radial, le nerf de l'extension, parce que comme vous savez bien, l'extension du membre supérieur n'est pas aussi importante que la flexion. OK. Je salue Saint-Phar qui vient d'arriver. OK. Donc, vous allez avoir ces deux branches, la branche volumineuse qui est le nerf radial et une petite, moins forte, moins grosse, qui est le nerf axillaire. On se rappelle, le nerf axillaire, il a un orifice spécifique dans lequel il va passer. OK, c'est le fameux quadrilatère de Velpo qu'on appelle encore l'orifice axillaire et latéral. OK? Et en fin de compte, ce qui reste, c'est le nerf ulnaire qui vient du faisceau médial et les nerfs qui sont essentiellement sensitifs, le nerf cutané médial du bras et celui qui va donner l'innervation de la peau de l'avant-bras médial, le nerf cutané médial de l'avant-bras. Donc, à part le nerf cutané médial du bras, les nerfs cutanés médial du bras et cutané médial de l'avant-bras, OK, qui sont essentiellement sensitifs, tous les autres nerfs sont mixtes, à la fois moteurs et sensitifs. Et vous avez un tableau qui va vous donner ça, OK, avec les racines. Donc, vous voyez bien le nerf thoracique long, l'origine, tout et tout. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le tableau, naturellement, n'est pas à apprendre, parce que moi-même, je suis orthopédiste, je ne le connais même pas. Par contre, ici, OK, si vous êtes là, les segments spinaux ne sont pas à apprendre. OK, mais le nerf cutané médial de l'avant-bras, fonction, peau, sensitive de la peau, ça, vous avez à étudier ça. Le médian qui a deux fonctions, OK, motrice et sensitive, le nerf ulnaire, OK, qui vous donne toute la partie motrice, OK, donc vous devez connaître ça bien. OK? Donc, les rameaux des racines, bon, ça, c'est comme on vous a dit. Et naturellement, vous avez les nerfs que vous allez voir de façon un petit peu plus détaillée au niveau, on va les revoir dans le bras, mais au niveau du plexus brachial. Et vous avez le nerf médian, là, ici, c'était pour vous montrer le nerf dorsal scapulaire, le nerf long thoracique qu'on voit ici. OK? Vous avez le nerf médian. OK? En postérieur, les rameaux du faisceau postérieur, on les retrouve qui passent dans les orifices. Et en clinique, vous avez le plexus, la lésion du plexus brachial. Lorsqu'on tire un petit peu trop sur la tête de l'enfant quand il doit sortir, on va tirer sur le plexus brachial. Et on va soit faire une neurapraxie, c'est-à-dire faire une contusion des nerfs. La contusion, c'est pas un problème parce que après une semaine, deux ou même 3 semaines, tout va revenir en place. Mais si vous arrachez les racines, c'est foutu.
OK? Donc, vous avez les lésions du plexus brachial et vous avez comment se présente l'enfant. Là, il est tonique et là, il est en position qui n'est pas normale. Et parce que vous avez atteinte des racines. Et ça arrive quand on tire trop sur la tête de l'enfant. Nous avons des lymphatiques qui sont représentés en vert. C'est bien de retenir les nœuds. OK? Et en fin de compte, se rappeler, moi j'adore cette conclusion, ah, il y a Saint-Phar qui vient d'arriver. Alors, on félicite Saint-Phar qui a commis une chose magnifique, Saint-Phar qui vient d'arriver à la fin du cours. Bravo Saint-Phar et bravo aussi pour ton retard. Alors, c'est bien, c'est que, ah, il y a Jamie qui vient aussi. Chami, bravo pour être venu. Je crois pas qu'ils vont avoir le temps de nous entendre. Donc, vous allez les féliciter. Ils sont venus à la fin du cours. De toute façon, comme cette vidéo-là est enregistrée, ils vont entendre leur nom sur l'enregistrement et ça va se retrouver sur ma chaîne YouTube. OK, donc vous n'avez pas intérêt à venir en retard. Donc, vous avez le processus axillaire de la glande mammaire. Vous avez le sein qui se continue jusqu'ici. C'est beaucoup plus évident pour les filles que pour les hommes. Et cela expliquerait la sensibilité lorsque vous touchez ici. Voilà. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. OK. Je vais m'arrêter là. Ça a l'air d'être un petit peu c'est rapide, mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un tas de choses, comme je dis, je me suis refusé à lire le livre parce que ce serait trop pour vous, à vous de lire, et toujours de vous rappeler que ce que vous devez étudier, c'est ce qui sera en rapport avec votre pratique médicale. Je ne vais jamais vous demander, OK, euh, pour chaque nerf exactement l'origine, OK, au niveau pas trop insister, OK? Mais vous devez connaître les territoires des nerfs et leurs fonctions. Donc, au revoir tout le monde et à vendredi prochain pour le prochain cours.